Mais pour celles qui étaient là, je crois que nous avons découvert une personne qui a influencé beaucoup de décisions dans son milieu de vie, pas seulement au niveau personnel, mais au niveau même de la commune, au niveau de la province. Et je crois que ça s'est aussi répliqué même au niveau de la nation. Alors, je crois que l'idée de ces réunions, c'est que nous, en tant que femmes, pendant ce mois de la femme, que ça ne soit pas juste un mois où nous voulons fêter la femme, mais que ça soit un mois aussi où nous voulons réfléchir, où nous voulons étudier sur de voies et moyens comment nous pouvons accomplir mieux. Et aussi un mois où nous voulons écouter, comme dans le cadre de ces interviews que nous sommes en train de faire, nous voulons écouter l'histoire de certaines femmes pour que ça puisse nous aiguiser, que ça puisse nous défier, mais que nous puissions aussi apprendre des autres. Et je crois que chaque femme a une histoire et nous n'avons pas à négliger l'histoire de notre vie. Mais quand nous écoutons les autres, ça nous inspire. Ça, soit nous aide à comprendre que nous pouvons aussi faire comme eux, ou ça nous éclaire sur peut-être le manque de détermination qu'on a eu et ça nous aide à accomplir mieux. Donc, c'est ma prière que nous aurons des femmes qui viendront, qui ne vont pas parler dans le même domaine. Ça sera dans plusieurs domaines différents. Et chacune viendra présenter, ça ne sera pas seulement des intellectuels, des personnes qui ont des diplômes universitaires. Nous aurons aussi des gens peut-être qui ne parlent pas tellement français, mais qui ont accompli des choses qu'on aimerait quand même écouter et voir qu'est-ce que le Seigneur a accompli avec elles. Donc, c'est un peu, c'est là où je crois aussi que on n'accomplit pas les grandes choses parce qu'on parle français, anglais ou quoi. En nous, il y a des capacités, quelle que soit la langue qu'on parle. Et les gens peuvent accomplir de grandes choses dans leur milieu de vie. Et ça vaut la peine que nous puissions découvrir ces personnes, nous puissions les entendre et ça va nous motiver nous aussi. Et je crois que quel que soit son milieu de vie, on peut accomplir de grandes choses, on peut exceller. Nous avons aussi parlé, je crois, avec la dame qui a parlé le premier jour, sur les difficultés que les jeunes filles rencontrent dans les universités. Et particulièrement, nous avons parlé des abus sexuels auprès des filles. C'est un thème que j'aborde souvent. J'ai même un livre qui est sur Amazon, sur les rôles du parent dans l'éducation sexuelle de son enfant. J'aimerais vous présenter. Le livre est là, comme vous pouvez voir les titres. Donc, le rôle du parent dans l'éducation sexuelle de son enfant. Qu'est-ce qu'un parent a à faire? Quel est son rôle? Et cela est très important. Des fois, en tant que parent, le mot sexuel, on a déjà peur. Dans ce livre, c'est vraiment bien abordé si vous avez la grâce de... Par la grâce, les livres est disponible sur Amazon, vous pouvez les trouver. Ça, c'est la version française. Nous avons une version anglaise, The Role of the Parent in the Sex Education of their Child. Vous pouvez aussi vous procurer si vous avez la facilité plus de lire en anglais. Et le livre est aussi en espagnol. En tout cas, je ne vais pas casser l'espagnol, je ne saurais pas lire ça en espagnol. Mais le livre est disponible sur Amazon si vous avez aussi des amis. En tout cas, je dis toujours, tout parent qui élève des enfants a besoin de lire ce livre. J'ai eu des gens qui ont lu et qui m'ont dit, mais tu as écrit ça en retard. Il y a même des gens qui ont lu qui m'ont dit, mais comment on doit corriger maintenant? Donc, ça vaut la peine de lire et d'être informé. C'est quelque chose qui va nous édifier en tant que parents. Nous allons commencer, je crois, à 15 avec l'interview.
Je vois, nous avons plusieurs personnes qui sont là. Est-ce qu'on peut avoir vos vidéos? Je vois des gens qui sont ouverts, mais leurs vidéos ne sont pas là. Sylvine Donna, est-ce qu'on peut vous voir présente? Golda, je ne savais même pas que c'était ta photo que je voyais. Hein? Nous sommes aussi live sur Facebook. Je sais, pour vous qui êtes sur Facebook, nous sommes là. Notre réunion a commencé. Nous allons très bientôt commencer avec la personne qui sera interviewée ce soir. Elle est là présente, une dame formidable avec une histoire incroyable que vous allez suivre. Oh, ça sera des moments très bénis. Je suis vraiment, j'ai envie d'entendre ça. Et je crois que chacun de nous va aimer écouter cette histoire. Et nous avons demain, dimanche, nous aurons un groupe de jeunes filles qui ont commencé une entreprise. En fait, une fille qui a commencé une entreprise qui a approché ses amis et une entreprise qui a pris de l'ampleur. Et j'aimerais que vous veniez écouter. C'est vraiment intéressant de voir comment elles ont commencé, à quel niveau elles sont maintenant, reconnues même par des grandes institutions. Et après les dimanches, nous aurons une dame qui viendra nous parler sur, je dirais, un expert sur le mariage, les relations du mariage. Et nous allons lui poser toutes sortes de questions si vous avez des questions. Et ça sera en anglais, elle va parler en anglais. C'est là, je crois, on aura besoin de Gaël pour nous interpréter en français le lundi. Mais Gaël, si vous pensez que vous ne serez pas disposé lundi, il faut me le dire avant. Mais si vous serez là, vraiment, ça nous fera beaucoup de bien. Et nous aurons après ça une femme veuve qui va nous raconter son expérience sur son parcours dans le ministère en tant qu'épouse d'un serviteur de Dieu et comment après ces temps-là, elle a rencontré des difficultés et le mari est décédé et l'après-temps, c'est vraiment une expérience formidable. Nous aurons tout ça et tous les détails ensemble. Donc, avec le temps, nous aurons aussi une femme qui a travaillé dans la diplomatie comme ambassadrice et qui viendra nous parler. Et je crois qu'elle a beaucoup à partager avec nous, quelle est sa vue de l'activité des femmes et qu'est-ce qu'elle peut inspirer à la jeune génération. Parce que pour avoir travaillé dans la diplomatie, elle a, je crois, une vue en hauteur de comment les choses sont dirigées dans nos nations. Et nous allons écouter des choses formidables. Ici, j'ai un autre livre que j'ai écrit, Femmes et ministres au service du Maître. J'ai écrit un autre livre aussi. C'est un livre formidable pour épouses de pasteurs, de jeunes qui veulent s'engager dans les ministères. C'est vraiment intéressant. J'ai un autre livre que j'ai écrit. Celui-là, c'est un petit bouquin en anglais, In His Presence. C'est un livre qui parle de la prière. Ce sont, je dirais, des quotes qui vous aident à motiver votre vie de prière. C'est toujours sur Amazon, tous ces livres. J'ai un autre livre que j'ai écrit, Love Never Quits. L'amour n'abandonne pas. C'est un livre aussi qui vous motive dans vos relations de mariage pour que vous ne puissiez pas abandonner, mais c'est vraiment très bon et facile à lire en couple. Et
Je crois que c'était quelque chose de merveilleux que chacun de nous a besoin. Si vous avez le temps d'aller sur Amazon, vous pouvez avoir ces livres. Et je voulais donner une petite précision sur Amazon France. J'ai l'impression que vous ne saurez pas voir ces livres. Mais si vous allez sur Amazon UK, vous allez le voir. Je ne sais pas pour quelle raison. Les livres ne se trouvent pas. Et ces livres aussi sont en forme digitale. Donc, à part les livres en dur, vous pouvez payer la forme digitale que vous pouvez lire peut-être sur votre tablette ou votre téléphone. Donc, c'est possible d'en avoir sous ces formes-là. Alors, il est 15. Nous allons prier le Seigneur et commencer notre accueillir la personne que nous allons interviewer ce soir. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Tu nous as créés à ton image. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Parce que tu as trouvé que la femme avait un rôle à jouer. Pendant ces mois, nous nous sommes réunis pour découvrir ces rôles, les rôles que les autres ont joués, qui nous inspirent nous aussi dans les rôles que nous jouons. Nous bénissons ces temps d'interview, d'entretien avec ta servante et nous prions que ce soit des moments bénis pour ta gloire, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oh, c'est un moment merveilleux. Nous sommes là avec notre oratrice du jour ou la personne qui va être avec moi ici. C'est notre sœur Golda Bolonda, c'est ça? Oui, c'est ça. Golda est une femme merveilleuse. Elle vit à Manchester. Is it Manchester? Oui, Manchester, oui. Elle vit à Manchester, en Angleterre. Et where's my phone? À Manchester, en Angleterre, là où elle est avec son mari et ils ont 2 enfants. Ouais. Madame Golda est psychologue. C'est la formation qu'elle a faite à l'université. Et 15 ans après, elle est retournée à l'université pour faire encore une autre formation. Oh mon Dieu! Parce que elle a trouvé qu'elle avait fait une formation peut-être poussée par les amis, mais il y avait une autre formation qu'elle a trouvé que c'était vraiment elle. Elle est allée faire la formation pour qu'elle soit enseignante. Et aujourd'hui, elle enseigne au collège. Vous enseignez au collège à Manchester? À Manchester, oui. Ouais, elle enseigne au collège à Manchester. Les collèges en Angleterre, dans d'autres milieux, c'est comme des instituts supérieurs. Donc, elle est enseignante et nous sommes dans la joie de vous avoir. Merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir accepté de venir partager votre histoire avec nous. Et tous comme nous sommes là, nous aurons le temps vers la fin de cette interview à pouvoir poser des questions, mais dès le départ, nous voulons un peu connaître Madame Golda. Vous êtes née au Congo, si je dois préciser. Oui, je suis congolaise d'origine congolaise Kinshasa. Et après quelques années, vous vous retrouvez en Occident, vous allez nous dire les détails. Mais est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de votre arrière-plan familial? OK. Merci beaucoup. Vraiment, je suis tellement contente d'être ici avec vous.
Quand maman Astrid m'a invitée, je m'étonnais, je disais, mais bon, quelle histoire, qu'est-ce que j'allais dire? Et surtout, après avoir entendu les dames la maman qui est passée hier et avant-hier, je me disais, mais qu'est-ce que je vais raconter? Parce que c'était des femmes vraiment exceptionnelles. Et j'ai parlé toute la journée d'hier et aujourd'hui, je parlais toujours à mon mari. Je disais, mais regarde ce qu'elles ont accompli. Donc, c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir passer ici parce que maman Astrid m'a dit, non, voilà, tu as une histoire. Je dis, mais quelle histoire? Mais merci beaucoup, maman, pour la confiance Je vous en prie. de pouvoir partager cette histoire, mon histoire. Donc, mon arrière-plan, quand je dis, je suis née, et je le dis toujours, je commence toujours, je suis née au Congo, oui, mais je suis née à Mbandaka. Donc, je ne suis pas née à Kinshasa, mais je suis née au village à Mbandaka. Non, tu n'es pas née dans la capitale, tu es non, née au village. Au village. Donc, je Ok. suis née à Mbandaka. Mais Mbandaka, c'est une ville, hein? Disons que Ouais, c'est bon, ouais, le chef-lieu ou la ville, dans la grande ville d'une des provinces. Oui, voilà. Ouais. Ok. Et je suis toujours fière de le dire, que je suis née en Mbandaka et j'aime le dire. Et bon, quand j'avais quelques mois, on est allé à Kinshasa. Ma mère était seule. Elle m'a élevée pendant beaucoup d'années seule parce que c'était un amour avec mon père, un amour universitaire. Et puis, bon, ça n'a pas marché. Et elle m'a élevée seule à Kinshasa. Et donc, pendant un long moment, j'étais fille unique. Et après, maman a eu mon petit frère. Donc, quand j'ai eu 8 ans, j'ai eu un petit frère. Et puis, maman s'est remariée quand j'avais 17 ans. Et elle a eu 2 autres enfants. Donc, du côté de maman, j'ai 2 petits frères et une petite sœur. Et du côté de papa, j'ai 5 sœurs et un frère. Donc, voilà. Oh, c'est une grande famille. C'est une grande famille. C'est une très grande famille, oui. Ah, mais Donc, c'est merveilleux. Alors, vous avez dit que vous venez en Europe à quel âge? je suis arrivée à 10 ans. Donc, j'ai grandi à Kinshasa jusqu'à l'âge de 10 ans. À 10 ans, je suis venue rejoindre maman qui avait voyagé avant, quelques années, une année avant. Et j'ai rejoint maman. On a commencé en Belgique. Donc, elle était en Belgique. J'ai rejoint maman à 10 ans en Belgique. Et pendant ce moment-là, on a habité 2 ans en Belgique et puis à 13 ans, on est venu en Angleterre. Donc, je vis en Angleterre depuis 27 ans. Waouh! Je n'avais même pas réalisé. Depuis 27 ans, 28 ans maintenant. Ouais. Alors, quand tu viens, vous quittez la Belgique, vous venez maintenant en Angleterre. À 10 ans, tu es francophone, c'est ça? Oui, je suis totalement francophone. Ouais. Mais quand tu arrives en Angleterre, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu viens dans un pays anglophone. Mm. Mm. Bon, au fait, je veux même parler un peu de la Belgique aussi, bien qu'en Belgique, on parlait français et on parlait français au Congo, mais quand je suis arrivée, il y avait toujours un peu j'étais d'abord très timide, extrêmement timide de nature, et quand je suis arrivée en Belgique, c'était très difficile pour moi de m'adapter parce que d'abord, il n'y avait que des Blancs, il y avait beaucoup de Blancs. Et je suis arrivée en tant que Beaucoup jeune, de blancs, mais c'était chez beaucoup de eux. blancs. Ouais. Et c'était vraiment difficile de m'adapter. Je me souviens que quand on appelait toujours maman pour dire qu'elle est très intelligente, mais elle est très timide, elle n'arrive pas à s'exprimer. J'avais tout le temps peur, je ne voulais pas aller à l'école parce qu'il y avait beaucoup de racisme. Donc, j'ai vécu beaucoup de racisme parce que pendant ce temps-là, où on vivait, il y avait des Noirs, mais il n'y en avait pas beaucoup. C'est Donc, en quelle année à peu près? en 80, j'avais 10 ans, donc 91, donc 91. En Ouais. 91,
je suis arrivée en Belgique et c'était vraiment difficile. Le quartier où on vivait, c'était un quartier où on vivait à Liège. Mais c'était quand même, il y avait beaucoup de racisme, donc je ne voulais pas aller à l'école. C'était difficile pour moi de m'adapter, bien que je parlais français, parce que les autres pensaient que je n'étais pas intelligente, que je venais de la jungle, ils voulaient tout le temps toucher à mes cheveux, toucher. Et c'était vraiment beaucoup de choses comme ça. Et tout le temps, je pleurais, je disais à maman, je vais rentrer au Congo parce que c'était très difficile pour moi de m'adapter au début. J'étais contente de retrouver maman, mais c'était difficile à l'école parce que je venais d'un pays, c'est vrai qu'on parlait français, mais c'était l'Afrique. Donc, les enfants prenaient ça comme ça. Donc, quand je suis encore, on a déplacé de la Maintenant, vous allez Belgique, en Angleterre. on va en Angleterre. Et en Angleterre, je suis déjà normalement en école secondaire. Et là, c'est encore pire parce que je ne parle pas la langue, je ne parle pas l'anglais. Et je devais attendre quelques mois pour commencer l'école. Donc, j'étais déjà déstabilisée avec la langue et tout. Et à peine je commençais à m'adapter en Belgique, on devait venir ici. Et donc, la langue était très difficile pour moi parce que je ne parlais pas l'anglais du tout, du tout. Donc, c'était vraiment difficile. En ce moment-là, c'était pareil. Les Blancs qui pensaient que tu viens de l'Afrique, tu es africaine. Parce qu'en ce moment-là aussi, la plupart des Noirs qu'on connaissait dans les écoles et tout, c'était des Jamaïcains. Donc, si tu n'étais pas Jamaïcain, tu es africain. C'est vraiment... Oh, Tu tu viens viens de de la la jungle. jungle, voilà. Tu viens de la jungle. Mais quelle était l'attitude des professeurs ou des enseignants? Est-ce qu'ils ne t'ont pas aidé à faire taire les autres pour que tu retrouves ta place, tu trouves ta place? Bon, les professeurs ont aidé, oui, et en même temps, non, parce qu'il y a beaucoup d'élèves. Par exemple, le quartier où on habitait, malheureusement, on est allé dans un quartier où c'était très disadvantaged. Donc, c'était un quartier... au début, j'ai commencé dans un bon quartier, un quartier assez affluent. Et puis, on est allé dans un autre quartier. Comme on était nouveau ici, donc vous n'avez pas le choix où vous pouvez habiter. Et donc, le deuxième quartier où on est allé, c'était pas très, il y avait beaucoup de disadvantage, je ne sais pas, des gens démunis, voilà. Et donc, les professeurs n'avaient pas beaucoup de temps pour aider, pour prendre le temps avec les étudiants. Et donc, c'était vraiment encore plus difficile parce qu'on pensait déjà que je n'étais pas intelligente parce que je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient. Et donc, on m'a mis, ici en Angleterre, le système, c'est on vous met dans les sets, donc les niveaux. Il y a un niveau bas, le milieu et puis le niveau supérieur dans une même classe. Donc, on m'a mis automatiquement dans le niveau bas parce que je ne comprenais pas. Et c'était difficile, mais je bénis Dieu, j'avais librairie, librarian, je ne sais pas, Une femme qui librarian. travaillait dans votre librairie ou comment? Ouais, dans la bibliothèque, ouais, Dans la de bibliothèque. l'école. Et chaque fois que j'allais là-bas, je pleurais pendant les temps de pause et tout. Et c'est elle qui a commencé à m'aider. Elle m'a introduit au livre. Elle me disait, Golda, tu sais, pour apprendre l'anglais, tu dois beaucoup lire. Et je me souviens, le premier livre qu'elle m'a donné, c'était un livre de Maya Angelou. Elle Ah, m'a donné un livre comme ça et je disais, mais je ne sais pas lire tout ça, c'est trop de pages. Et chaque fois, elle prenait son temps de pause, lunchtime, 30 minutes, elle prenait le temps avec moi, on s'asseyait, elle lisait avec moi, elle m'aidait avec d'autres cours et au fur et à mesure, je venais, elle m'aidait avec les cours et elle a compris que j'étais très forte en maths. Elle dit, mais tu fais des très bons points en maths. Je dis, bon, parce qu'en maths, je n'ai pas besoin de l'anglais. la langue, Et ouais. on m'a changé de niveau de maths. J'étais maintenant au niveau supérieur de maths, mais tous les autres cours, c'était le niveau inférieur. Et elle a continué à travailler avec moi, elle a continué. Et c'était tout le temps comme ça, Mrs. Webb.
Je n'oublie jamais. C'était une toute petite dame avec des cheveux, elle était rousse, avec des cheveux tout rouges. Et c'est elle qui commençait à m'enseigner comme ça quand j'avais des devoirs. Parce que des fois, à la maison, maman ne parlait pas anglais, je venais, elle pouvait m'aider avec d'autres choses. Mais Mrs. Webb, elle m'a aidé avec l'anglais, apprendre l'anglais. Et chaque semaine, elle me donnait des défis comme ça. Tu dois finir ce livre. Et quand je viens, je devais écrire un petit paragraphe en anglais. Et c'était comme ça que j'ai appris l'anglais assez rapidement. Ouais. Alors, qu'est-ce que cela a créé en vous? Vous arrivez d'office, on vous classe comme une personne qui n'est pas capable, pas intelligente. Est-ce que ça crée en vous un sentiment d'infériorité? Comment, personnellement, vous avez pu faire face à cela? Oui, c'est vraiment… excusez-moi, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants aussi qui immigrent avec les parents, mais quand ils viennent dans ces milieux, des fois, ils font face au même problème. Vous, aujourd'hui, vous êtes professeur au collège, mais comment vous avez pu faire face à ces problèmes? C'est vrai, depuis la Belgique, je peux dire, j'avais déjà ce complexe-là d'infériorité. Je pensais que je n'étais pas intelligente, je pensais que je ne pouvais rien accomplir déjà en Belgique. Et puis, en venant en Angleterre, ça s'est accentué à cause de la langue. Et je pense que ce qui était très important pour moi, c'était à la maison. À la maison, maman me disait toujours, tu es une fille intelligente, tu ne peux pas. Et quand je venais des fois en pleurant, elle me disait, tu es intelligente, c'est parce qu'ils disent ça, tu sais que tu es intelligente. Et elle m'aidait autant qu'elle pouvait. Donc, la maison, c'était vraiment la base. Mais j'étais toujours très complexée. Comme à l'école, je parlais presque jamais. Pendant les cours, je parlais presque jamais, même si je connaissais les réponses et tout, je ne parlais vraiment jamais parce que j'avais toujours peur de faire ces erreurs-là. Et ça a vraiment grandi en moi et que des fois, je ne voulais pas aller à l'école et j'ai commencé à beaucoup manger. Déjà, j'étais une personne un peu, quand j'étais petite, j'étais un peu boule ou un peu grosse. Mais pendant ce moment-là, j'ai commencé à beaucoup manger. Ce qui a fait pour le stress, c'est maintenant que je sais que c'était à cause du stress. Mais quand j'étais petite, je ne savais pas. Et ce qui a fait que je prenais beaucoup de poids. Et ça faisait aussi que beaucoup de gens se moquaient encore plus fort de moi. Donc, c'était vraiment un cercle. Et je me suis réfugiée à la bibliothèque. Donc, comme j'avais Mrs. Webb, j'avais 2 ou 3 amis et je me réfugiais chaque fois à la bibliothèque. Et c'est là, je dis quelque part, Dieu a fait que c'était bien pour moi parce que je me réfugiais à la bibliothèque dont je lisais beaucoup et j'apprenais vite. Mais en même temps, je n'avais pas d'amis. Donc, j'avais toujours ce souci-là que les gens me jugeaient, qu'ils ne me parlaient pas. Donc, ma place où je me sentais à l'aise, c'était la bibliothèque. Donc, je n'avais pas d'amis. J'avais une amie qui était j'avais 2 amis qui étaient un peu, comme on nous appelait, the weird ones. Donc, les enfants un peu bizarres. En fait, des amis africains ou bien des amis anglais? Non, des amis blancs. Des amis blancs. Une turque et une anglaise. Parce que c'était des gens qui étaient… les Noirs, c'est vraiment bizarre. Les Noirs, même les Africaines, à l'école, on a tendance à rejeter les autres. Je n'avais pas d'amis noirs, je n'avais pas d'amis africaines. On avait quelques africaines à l'école, dans la classe, mais elles m'ont vraiment rejetée. Non, c'est elle vraiment qui faisait que non, elle est bizarre. Et souvent, je dis, c'est vraiment ce complexe-là qu'elles ont aussi qui sort de cette manière-là envers les autres. Donc, les Africains, souvent, c'est comme ça. Et même en étant enseignante maintenant, c'est ce que je vois souvent dans les écoles, dans les collèges et tous les universités. Les Noirs sont très durs envers les autres. Je ne sais pas, je pense que c'est ce complexe-là. J'aimerais qu'on puisse encore revenir. Vous avez vu ça quand vous étiez élève. Maintenant que vous êtes enseignante, vous trouvez que les Noirs n'acceptent pas les autres Noirs qui sont comme nouveaux, qui ont besoin d'aide. Expliquez-nous un peu.
Quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école, je voyais que c'était vraiment les Blancs. Quand j'allais comme ça à l'école, il y a deux, comme je disais, une Turque et l'autre anglaise qui m'ont pris, elle m'apprenait la bibliothèque et tout, mais les Noirs se moquaient de moi. Je pense que, comme je dis, c'est un complexe en eux. Quand quelqu'un ne s'aime pas ou trouve en elle des complexes, on a une manière de projeter ça envers les autres. Voilà, c'est le mot projeter envers les autres pour que les autres gens m'acceptent. Donc, on pense toujours que quand je diminue quelqu'un, moi, I go higher. Ou bien quand je dis du mal de quelqu'un, c'est là qu'on peut m'accepter alors que c'est pas comme ouais, alors que c'est pas comme ça. Et je vois ça maintenant même dans les écoles, parce que j'ai enseigné quelques moments dans des écoles secondaires, et vous verrez que la majorité des enfants qui sont très agressifs et pas gentils avec les autres, ce sont des autres Noirs. Et surtout quand c'est des Noirs qui arrivent ou bien des Africains qui arrivent, ils n'ont pas tendance à les prendre, à accepter, dire ah je vais t'aider. Il n'y a pas beaucoup. Il peut en avoir, et peut-être qu'il peut en avoir 2 ou 3, mais il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai vu ça et je pense que on doit vraiment enseigner aux enfants que it doesn't mean, ça veut pas dire que if you put other people down, you're being lifted. Donc, si tu abaisses les autres, que toi, on va t'accepter. Donc, ce complexe-là, je pense, c'est ancré en nous peut-être. Bon, c'est ce que je pense. En tant que psychologue, je dis, c'est ancré en nous. Bon, ce sont des choses, nous en parlons pour aussi corriger parce que je crois qu'en tant que femme, le mois de la femme, mais ces choses-là sont des choses qui devaient être corrigées aussi à la maison. Enseigner nos enfants que quand tu vois un autre enfant venir à l'école qui est d'État, mais peut-être qui vient de l'Afrique, qui est étranger ou immigrant comme toi, voilà les comportements qu'il faut afficher. Que ces enfants ne soient pas, comme pour dire, ah, nous, on a souffert, bon, que cet enfant-là aussi la même voie que nous avons suivie. Mais non, quand vous arrivez, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la culture? Beaucoup d'enfants qui viennent très jeunes, comme vous êtes venus, ils sont en face de 2 cultures et des fois, ça n'aide pas. Soit ils rejettent la culture africaine avec laquelle ils sont venus pour totalement embrasser la nouvelle, ou ils deviennent un peu, ils ne savent pas par quel pied il faut danser. Qu'est-ce que cela a été pour votre cas, par exemple? Pour moi, par exemple, je peux dire, il y a dans l'enseignement, par exemple ici, je peux dire même pour dire un background dans l'enseignement, comme on nous a enseigné en Afrique et même ici, c'est vraiment, on enseigne aux jeunes, aux enfants, comme on dit, assimilation assimilation, ça veut dire donc pour accepter la culture. C'est le même mot. Ah, c'est le même mot, ouais. C'est donc accepter la culture qu'il y a ici. Donc, ça veut dire qu'on nous dit, par exemple, à l'école, que tout ce qui est blanc, tout ce qui est ouest, c'est bien, tout ce qui est northern, western, en Occident. Bien. En Occident, c'est bien. Tout ce qui est africain, c'est barbarique, c'est mauvais. Alors, quand l'enfant vient, par exemple, moi, par exemple, j'étais dans ces 2 cultures-là. À la maison, c'était vraiment la culture africaine. On parle français, on parle lingala, on mange tout ce qui est congolais. Mais à l'école, on est en train de m'enseigner que cette culture-là n'est pas bonne. D'abord, c'est que c'est la base de l'éducation. On te dit que c'est pas consciemment, on te dit pas comme ça que c'est mauvais. Maintenant, je sais parce que je suis dans l'enseignement, donc je comprends un peu. Mais on enseigne aux enfants que voilà, cette culture-là d'où tu viens n'est pas très bonne. L'enseignement d'abord n'est pas bien, tout ce qui est africain n'est pas bien. Oh, la nourriture, les langues et tout. Les langues et des fois on appelle ça les dialectes.
Les dialectes, voilà, on a parlé de ça. Et les dialectes, on dit simplement les dialectes. Même pour dire les dialectes, c'est parce que ici, par exemple en Angleterre, les dialectes étaient parlés par les gens de basse classe. Les gens qui n'étaient jamais allés à l'école, ils parlaient leur petit dialecte dans leur quartier. Vous verrez que le quartier, par exemple, à Manchester, à Salford, il y a un dialecte et tout, parce qu'ils n'ont jamais été à l'école. Donc, les Blancs, maintenant, se disent que quand ils sont venus dans notre pays, ils se disent les dialectes, c'est pour les gens de basse classe qui n'ont jamais étudié. Donc, ils vous disent déjà de rejeter votre culture, de rejeter vos langues, de rejeter tout ce qui est blanc, tout ce qui est noir. Donc, c'est ce qu'il y a à l'école. Donc, on vit cette dichotomie. Il y a des mots que je ne sais même pas en français. Donc, on vit cette dualisme, ces deux mondes-là, ces deux mondes où on est en train de voir que, mais à l'école, on me dit que ma langue est mauvaise, on me dit que ma nourriture est mauvaise, on me dit que tout ce qui est africain est mauvais. Donc, comme les enfants ont plus tendance à écouter l'école, les professeurs, mais forcément, on rejette notre culture. Donc, des fois, je comprends les parents. Avec beaucoup de parents, c'est difficile parce que les enfants, je connais beaucoup d'enfants, ne mangent pas notre nourriture, it's disgusting, c'est mauvais, c'est dégueulasse, je ne veux pas. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils veulent to fit in dans l'autre culture. Mais est-ce que ce n'est pas que les enfants refusent la nourriture des fois parce qu'ils passent toute la journée à l'école? Ouais. Il y a des écoles où l'enfant prend son déjeuner à l'école, où il peut prendre le déjeuner à la maison. Mais le repas de midi, le repas peut-être même avant de retourner à l'école, à la maison, il prend à l'école. Quand il rentre à la maison, il n'attend qu'à prendre son céréale le soir. Donc, en d'autres termes, la nourriture la plus grande de la journée, il a pris ça à l'école, il s'habitue avec la nourriture de l'école. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça qui amène aussi que les enfants regardent la nourriture africaine comme étant pas une bonne nourriture? Peut-être c'est à la maman de savoir comment gérer une telle situation. Oui, je pense, maintenant, je pense que c'est important de toujours inclure ça, de toujours inclure notre nourriture, notre culture aux enfants, parce que comme vous avez dit, on passe beaucoup plus de temps à l'école qu'à la maison. Et quand on passe le temps à manger cette nourriture-là, et c'est tout ce qu'on connaît, et des fois, c'est vrai, c'est parce qu'on n'a pas faim quand on revient, mais des fois aussi, c'est parce qu'on a honte de cette nourriture-là qui est présentée un peu... Bon, c'est pas très bien présenté. Comme mon fils dit toujours, la nourriture congolaise n'est pas très bien présentée. Donc, des fois, c'est aussi ça. Des fois, c'est aussi ça. Ça, c'est entre guillemets. Dire ne pas bien présenté, ça dépend de qui comprend quoi, la nourriture. Voilà. La façon dont les gens préparent, par exemple, ce qu'on appelle en anglais les collard greens. Chez nous, au Congo, on appelle ça kovi. Je ne sais pas le nom scientifique de ces légumes-là. Mais la façon dont on prépare ça, des fois, c'est comme si des feuilles qu'on a broyées, qu'on a un peu grillées. Personnellement, je ne trouve pas ça très beau à manger. Mais ça, c'est la façon occidentale à présenter des collard greens. Mais chez nous, quand nous préparons ça, des fois, on prépare ça dans la sauce tomate ou bien avec des pâtes d'arachide. Donc, c'est totalement différent. Vous comprenez un peu? Donc, ça dépend de ce à quoi on a été habitué. Alors, je passe un peu maintenant. La culture, il n'y a pas que la nourriture. Il y a aussi l'influence ou la conception de la vie et de la liberté en Occident, et c'est qu'un enfant venu de l'Afrique a. Comment vous avez pu faire face à cela? Pour moi, je bénis Dieu parce que maman elle était ferme en ça, mais elle était en même temps pas très ferme. Je sais pas, je vais expliquer. Quand je revenais à la maison, comme j'ai dit tout à l'heure, elle m'expliquait, c'est comme ça chez nous, on vit comme ça. Et on parlait beaucoup avec maman.
C'est maintenant seulement que quand j'ai grandi, que maintenant je me dis, waouh, elle me parlait pendant beaucoup de temps. Mais en ce moment-là, je ne réalisais pas parce que j'étais jeune, elle m'expliquait sur la culture, sur des choses, des femmes et tout, elle m'expliquait ça. Et plus j'avais cette attention-là, cette explication-là à la maison, ça me donnait aussi cette fierté-là de ma culture. Mais c'était très difficile parce que, par exemple, il y avait comme aller sortir. Moi, je boudais toujours comment est-ce que mes amis sortaient, allaient, même avant même 18 ans, elles sortaient, elles allaient dans des fêtes. Par exemple, je me souviens, il y avait des fêtes où je ne pouvais pas aller parce que maman ne connaissait pas des gens. Les personnes là, elles ne connaissaient pas la famille et c'était tard. Et je devais toujours me dire, mais pourquoi tu ne me laisses pas aller? Je boudais toujours. Mais elle m'expliquait toujours que non, je ne veux pas que tu ailles parce que elle me disait toujours le pourquoi. Et ça, c'était important. Maintenant, je vois que c'était important parce qu'il y a beaucoup de parents, on n'explique pas aux enfants. Au fait, on dit non, 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 c'est fini, on n'explique pas pourquoi. Pourquoi c'est mauvais, pourquoi je ne veux pas que tu ailles. Mais il y avait vraiment ce combat-là parce que j'avais des amis qui avaient des boyfriends et moi, je ne pouvais pas en avoir. Et surtout, je peux même dire aussi que maman est devenue chrétienne ici en Angleterre. Donc, avant, ce n'était même pas seulement l'africaine, mais maintenant, c'est l'enfant de Dieu. Né de nouveau. Né de nouveau, voilà. Donc, il n'y avait pas seulement cet aspect-là africain, mais elle m'enseignait maintenant sur la Bible. Et je me souviens, j'en avais marre des fois. Quand je demandais quelque chose, elle dit, oui, c'est vrai, mais tu sais, la Bible dit, oh, et ça m'énervait toujours. Non, tu sais, un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Un enfant de Dieu, elle me disait toujours dans la Bible. Je dis, bon, peut-être parce qu'elle était née de nouveau, maintenant, elle avait ce nouveau zèle et tout. C'était tout le temps ça, toujours ça. Mais maintenant, quand les amis ont des boyfriends, comment vous avez pu gérer cette situation? Vous avez demandé pourquoi et puis vous avez accepté, c'est comment? Non, bon, je n'avais pas accepté, mais j'avais peur. C'était à cet âge-là, je pense que c'était la peur qui me, parce que maman me disait toujours, tu ne peux pas avoir de boyfriend dès que tu as, c'est pas bien. Avant, c'était juste que tu ne peux pas avoir de boyfriend. Mais quand elle est devenue née de nouveau, maintenant, elle m'expliquait en tant qu'enfant de Dieu. Et parce que moi aussi, comme c'était vraiment une grâce, parce que quand elle a donné sa vie à Christ, moi à 15 ans, j'ai aussi donné ma vie à Christ. Donc, c'était vraiment le temps où tout le monde avait des boyfriends et tout. Et moi, comme j'étais aussi née de nouveau, c'était un peu plus facile pour moi d'écouter ce qu'elle disait sur Christ parce qu'elle me disait, tu es un enfant de Dieu, voilà, un enfant de Dieu ne peut pas faire ça, tu ne peux pas avoir de boyfriend. Elle me disait pas parce que si tu as un copain, après un temps, tu pourras avoir des relations avec lui, c'est pas bien. Et elle m'expliquait comme ça et jamais dire non parce que les autres, moi je disais toujours, mais comment ça se fait que les autres ont des boyfriends et toi, moi j'en ai pas. Et elle me disait toujours, je me souviens qu'elle me disait, moi, je ne suis pas la maman des autres. Et ça, je dis maintenant à mes enfants aussi, je dis toujours, je ne suis pas la maman des autres. Mon Dieu, ça c'est très bien. Et je dis tout le temps maintenant à mes enfants, quand ils disent, mais mes amis et tout, je dis non, je ne suis pas la maman des amis. Maman me disait ça, je ne suis pas la maman des autres. À la maison, chez nous, c'est comme ça. Et je boudais, bien sûr, mais c'était toujours, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup Alors, aidé. est-ce que quand les amis allaient dans des boîtes de nuit, est-ce qu'il vous est arrivé d'aller aussi dans une boîte de nuit? Oui, bon, quand je veux dire, j'ai reçu Christ à 15 ans et j'étais vraiment tout à fait, vraiment là. Pour Christ, je vivais pour Christ pendant 2 ans. Il y avait beaucoup de pression, la puberté à 17 ans. J'ai rétrogradé, on dit en français, backslide. Ouais. Donc, j'ai commencé à sortir un peu plus, j'ai commencé à essayer parce que je me disais, mais non, je suis jeune. Et vraiment, l'influence des amis,
c'est une grande chose. À l'école, j'avais des amis qui étaient chrétiennes, qui m'aidaient et tout, mais quand j'ai eu des amis qui n'étaient pas aussi bonnes, cette influence-là venait, je commençais à sortir. Quand j'ai commencé à abandonner un peu les choses de Dieu parce que je disais, je suis jeune, je dois quand même essayer tout ça. Et j'ai commencé à sortir, bien sûr, je montais à maman, on allait, on dit non, je vais aller chez une copine ou chez une cousine et tout. Et il y avait toujours ça, je sortais, j'allais dans des boîtes, mais toujours pas de boyfriend parce que j'avais trop peur. Mais j'allais dans les boîtes, on allait dans les fêtes et tout ça. Mais ce qui était vraiment en moi, c'est pourquoi la Bible dit train up a child the way he should go, and when he's older, he will not depart. Parce que tout ce que je faisais... Donc, la Bible dit, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Elle a dit ça en anglais. En fait, je crois que Madame Gold a fait un effort, a fait un grand effort de parler français. Oui, vraiment. Et vraiment. en tout cas, félicitations. Donc, c'est ça, parce que bien que j'allais dans les fêtes, je ne buvais jamais de l'alcool pendant ces fêtes-là. Même quand les amis me mettaient la pression, je ne fumais pas, j'allais dans les fêtes et des fois, c'était un peu, je me sentais un peu mal à l'aise, mais c'était quelque chose que je voulais juste essayer. Donc, j'allais dans les fêtes, dans les boîtes comme ça, parce que j'avais cette influence-là. J'avais des amis maintenant avec qui on sortait, on voulait avoir un beau temps. Et pendant ce moment-là, j'ai vraiment rétrogradé, j'ai abandonné tout ce qui était de Dieu. J'allais toujours à l'église parce que maman m'obligeait à aller à l'église. Tu peux tout faire, tu peux ne pas vouloir lire la Bible et tout, mais tu dois aller à l'église. Et je pense que ça, c'est important parce que la foi vient de ce qu'on entend. Plus j'allais à l'église, j'entends quand même la parole de Dieu, je reviens. Et ça, c'est la parole de Dieu est une sémence. Donc, on allait quand même à l'église, mais je ne voulais plus aller à l'église. Au début, je chantais à l'église, je faisais beaucoup de choses. J'étais tout le temps en suspension parce que mon attitude n'était pas bonne et il y avait toujours des rapports. Et au fait, à un moment, c'était une rébellion. Je m'en foutais totalement de tout ça parce que je me disais que non, je suis jeune, je dois aussi essayer. Mais bien que je faisais autre chose, toutes ces choses-là, il y avait toujours la parole de Dieu en moi. Je n'allais pas trop en extrême. Donc, ouais, j'allais en boîte de nuit. Tu te souvenais de la parole de la maman qui t'avait toujours dit? Toujours, toujours. Et souvent, je me disais, mais pourquoi je pense à ça? Et des fois, ça venait en moi. Des fois, je pouvais penser à quelque chose. Si maman était ici, qu'est-ce qu'elle allait dire? Qu'est-ce qu'elle allait faire? Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire, des limites que je ne pouvais pas franchir parce que à cause de ce qu'elle me disait, à cause de ce temps-là qu'elle passait avec moi, à lire la parole, à me dire non, tu ne peux pas faire ça et tout. Et bien que je boudais pendant ce temps-là, mais ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup Alors, je sais que la maman, les enfants, pardon, qui viennent souvent d'une autre culture. Et par exemple, ici en Occident aussi, il y a un grand problème, un problème d'habillement auprès de filles. Nous sommes en train de parler des femmes. Comment vous avez fait face au problème d'habillement qui est tellement différent de fois? Il est même curieux de voir qu'il y a des gens qui ont assez, un peu de, bon, disons, qui s'habillent assez respectueusement, même en Occident, à comparer avec certains enfants venus de l'Afrique. Mais arrivé ici, vous voyez que l'habillement est totalement dérangé. Je ne sais pas, vous êtes venu ici à 10 ans. Comment vous trouvez cette situation? C'est vrai, à un moment où j'ai arrêté les choses de Dieu, je m'habillais très mal. Je pense que ça, c'est aussi la puberté et une rébellion. Pour moi, particulièrement, c'était parce que
quand j'étais à l'école, j'étais toujours grosse. Et quand j'ai atteint 17, 18 ans, j'avais beaucoup maigri et donc les gens commençaient à me complimenter. Et comme j'avais toujours ce complexe-là, je me disais que non, je dois m'habiller aussi as short as possible, aussi court que possible pour montrer les formes. Mais je pense que c'est un complexe que beaucoup de filles ont, complexe de soi, complexe d'infériorité, que donc si je dois attirer les gens, en fait pour attirer les compliments, attirer les gens, je dois m'habiller comme ça. Moi, j'ai passé un moment où je m'habillais en très, très court. Donc, plus c'était court, plus c'était bien. Je mettais presque rien dessus et tout. Et c'était vraiment un complexe, je pense. Et en nous, c'était un temps où j'avais aussi abandonné les choses de Dieu parce que je pense que quand on comprend vraiment son identité en Christ, vraiment comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, par exemple, mais qui ne comprennent vraiment pas leur identité en Christ. On n'a pas besoin de s'habiller comme ça parce que je n'ai pas besoin d'attirer les autres, d'attirer les regards des gens. Donc, Mais à un moment... il y a des chrétiens aussi qui s'habillent comme ça. Il y a des gens Mm. qui sont à l'église, enfants de Dieu, mais qui s'habillent vraiment en exposant leur corps. Comment expliquer ça? Ben, moi, je pense que c'est un complexe. Vraiment, ça, c'est ce que moi, je pense personnellement. On a un complexe et on pense qu'en faisant comme ça, on veut attirer quelque chose qu'on n'a pas en nous. Et je pense qu'à l'église, on doit enseigner cela, mais la façon dont maman m'a enseigné, c'était pas de me gronder ou elle me disait toujours, tu sais, tu es un enfant de Dieu. J'allais à l'église, les mamans, surtout les mamans, me parlaient, moi, non, yo, tu peux pas t'habiller comme ça et tout, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Mais quand je rentrais à la maison, maman me disait, tu sais, Golda, tu es un enfant de Dieu, tu es respectueuse, Dieu t'aime. Et ça, elle me disait jamais, tu peux pas t'habiller comme ça. Des fois, c'était trop, elle disait, non, tu peux pas mettre ça. Cette jupe-là est trop courte ou quoi. Oui, elle disait aussi ça. Mais c'était vraiment plus cette conversation-là qu'elle avait avec moi pour me dire, tu sais, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas s'habiller comme ça. C'était vraiment plus pour me faire comprendre qui j'étais en Christ, parce que plus je comprenais qui j'étais, au fait, on ne m'a jamais dit de ne plus mettre des jupes courtes. J'ai laissé comme ça toute seule. Et une fois, je me suis regardée, je me dis, waouh, cette jupe est un peu trop courte. Et j'ai arrangé les fentes, mais elle était toujours courte. J'ai mis des bas et c'était comme ça. Plus je comprenais mon identité. Beaucoup, on doit enseigner cela à l'église, mais on doit faire attention de ne pas toujours juger et condamner parce que la personne peut traverser beaucoup de choses intérieurement. Il peut avoir des trucs qui a intérieurement qui se manifestent en habillement. Bon, là, c'est la psychologue en moi qui parle. Non, mais au fait, je crois que l'habillement est un langage. Ouais, ouais. La façon dont on s'habille, c'est un message qu'on donne aux autres. Ouais. Et même le maquillage, des fois, peut être aussi un langage, une façon de s'exprimer. Alors, c'est là où je crois aider les personnes, enseigner, c'est très important. Je sais que beaucoup de gens peuvent prendre ça comme si on les jugeait, mais dans la parole de Dieu, Dieu lui-même dit que nous ne devions pas voir la nudité d'une autre personne. Et je crois qu'on devait aussi faire attention de ne pas exposer son corps aux autres et de s'habiller pieusement, si je peux dire. Je crois, je suivais à la télévision un monsieur qui était en train de faire une émission. Alors, dans cette émission-là, il a dit, pour la première fois en France, quand les femmes ont mis des jupes qui allaient au niveau du mollet, les gens ont crié au scandale. Ça, c'est plus... Les jupes allaient jusqu'au mollet. C'était pas au genou, plus bas que les genoux. Donc, ce qu'on appelait à l'époque, je crois, jupe midi. Les gens ont crié au scandale parce qu'on pouvait voir les parties de pied des femmes. Donc, on peut croire que porter plus court
c'est la modernité, mais même dans ces pays ici en Occident, les gens ont porté des jupes jusque vers comment on dit, les chevilles. Donc, je crois que de plus en plus, des fois, on se demande même, est-ce que les gens ne vont pas se promener nus? Moi, j'ai déjà vu des filles, quand il fait très chaud en Floride ici, qui sont en slip avec chemise. Oui, je vois. Juste slip et chemise. Elle est en train d'aller dans des magasins faisant son shopping, juste dans cette tenue-là. C'est vraiment... Et je n'aimerais pas trop lier ça avec certaines choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui luttent contre les problèmes aussi d'abus sexuels, mais qui n'aiment jamais qu'on parle de l'habillement des filles. Et là, je trouve que c'est vraiment un problème. Je crois qu'il est important que l'habillement soit décent. On ne donne pas raison à quiconque voudra abuser une autre personne, mais je crois qu'on devait avoir une conscience aussi de vouloir bien s'habiller. Nous passons à autre chose. Alors, quelques temps après, maintenant, je trouve que vous êtes marié à un Africain qui a 10 ans comme vous. J'aimerais un peu connaître comment ça s'est passé que vous puissiez épouser un Africain qui peut-être a fait juste quelques années avant que vous vous mariez. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu les contre-chocs, sa façon de concevoir le mariage ayant grandi totalement en Afrique et vous qui avez grandi en Occident, est-ce que ça a été facile? Oh non, c'était pas du tout facile. Premièrement, je disais toujours que je vais jamais me marier à un Africain, jamais un Congolais et jamais un serviteur de Dieu. Jamais. Oh, et c'est ce que j'ai eu. Un Congolais, un Africain, un serviteur de Dieu. Oh mon Congolais. Dieu, donc, tu as eu juste le contraire de ce que tu voulais. C'est juste le contraire. Ce que tu refusais, c'est ce que tu as eu. C'est ce que j'ai eu. Et tu es fier de ça. Oui, je pense que c'était la meilleure personne et c'est toujours la meilleure personne pour moi parce que j'ai beaucoup appris de lui et tout. Mais quand j'ai eu, je vais un peu retourner pour montrer comment on s'est rencontrés et tout. Quand j'ai eu 17 ans, je disais que j'étais vraiment dans la rébellion et tout. Et une fois, je suis allée en boîte de nuit. Et je suis allée en boîte de nuit avec une de mes cousines. Je disais, non, on va en boîte de nuit, on dansait et tout. Et j'ai eu une présence vraiment, un dégoût, un dégoût total d'où j'étais. Je voyais comme des formes, la fumée qui montait là dans les boîtes de nuit. C'était une des meilleures boîtes de nuit à Londres. Donc, pour entrer, c'était déjà vraiment, il fallait faire la queue, il fallait venir avant et tout, et on allait toujours. Et j'ai eu un dégoût, maman, total, un dégoût. Et je disais à ma cousine, mais toi, tu ne vois pas ce que moi je vois. Je voyais des formes, des gens, c'était vraiment dégoûtant. Et je dis, mais tu vois pas. Tu voyais des formes spirituelles ou bien des gens... Un peu spirituel. Et je voyais des gens dans des formes bizarres, les gens qui dansaient vraiment. Ça m'a vraiment dégoûté tellement que je devais sortir, prendre de l'air et j'ai même vomi dehors. Et ça, je pense, c'était un appel que Dieu m'appelait pour revenir à lui. Et c'était ça, c'était la fin. À partir de là, je ne suis plus jamais allée en boîte de nuit. C'était ça vraiment. En ce moment-là, j'étais dégoûtée. Je lui ai dit non, 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 ce que j'ai senti là, je ne peux plus jamais aller parce que j'avais froid, j'avais chaud, c'était vraiment dégoûtant. Je ne pouvais même pas. C'était vraiment des présences, comme maintenant je comprends, c'est des présences maléfiques qui venaient là pour envoûter les gens. Wow. Et donc, j'ai compris que ces endroits-là n'étaient pas des bons endroits. Je suis même rentrée, je n'ai pas dit à maman tout de suite, je lui ai dit des années après, dire, oh, je ne suis plus allée à cause de ça. Et elle riait toujours, elle dit, ah, tu vois, si moi je te disais de ne pas aller, tu n'allais pas écouter. Et mais donc, je crois que ça va aider beaucoup de jeunes filles peut-être
qui ne sont pas encore engagés dans les Seigneurs et qui se permettent d'aller dans des milieux comme ça, savoir qu'il y a des présences qui peuvent vous envoûter et déranger votre vie. Oui. Et ça, c'est vraiment réel. Je dis toujours aux jeunes, faites attention parce que vous ne savez pas, peut-être tu étais bien, tu allais au cours et tout, tu passais ta vie, mais dès que tu entres dans des endroits pareils, il y a une force qui vient, qui commence à te pousser à faire autre chose. Donc, ces endroits-là sont vraiment des endroits où les démons, les envoûtements, il y a beaucoup de mauvaises choses. Et Dieu voulait que je bois de moi-même pour arrêter. Donc, j'ai arrêté d'aller en boîte de nuit, mais je ne rentrais pas vraiment toujours au Seigneur. Et une fois, je devais aller à la cellule. Maman était déjà allée, j'étais à l'école. Je devais aller là, j'avais 17-18 ans. Je suis allée en cellule. Après, je me suis dit non, je ne vais pas aller. Je faisais demi-tour pour rentrer, aller voir mes amis. Et je suis entrée dans un ascenseur. Comme ça, il y avait un fou qui est entré. Le temps de vouloir sortir, c'était trop tard. Et le fou qui a commencé à me prêcher, maman, en ce moment-là, c'était après l'incident de la boîte de nuit. Le fou a commencé à me prêcher, dire que tu as un appel, Dieu t'a appelé. Et il me criait dessus comme ça en anglais. Il dit, tu m'entends? Tu m'entends? Je dis, oui, 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 j'entends. Et c'était comme ça dans l'ascenseur. Il dit, tu as un appel, Dieu t'a appelé, tu dois servir le Seigneur. Il faut arrêter de faire tout ce que tu fais là parce que... Mais tu n'as pas écouté les personnes normales, alors Dieu a envoyé un... Non. Voilà, et Dieu a envoyé un fou. Et c'était comme ça, il m'a fait tellement peur. Il me dit, maintenant tu vas où? Je dis, non, je vais à la cellule. Tu vas à la cellule? Oui, je vais à la cellule. Et je suis rentrée à la cellule. J'ai même dit, je leur ai dit le témoignage. Il m'a dit comme ça, il m'a parlé, il a prophétisé sur moi. Il m'a dit, tu dois revenir à Dieu. Parce que si tu continues comme ça, tu vas continuer dans un mauvais chemin. Et j'avais tellement peur que j'ai commencé maintenant à revenir à Dieu. C'est là vraiment que j'ai commencé à revenir, à prier, à lire la Bible. Cette passion-là revenait en quelque sorte. Et donc, c'est comme ça que je pense que Dieu me préparait pour mon mari. Parce que après, là, j'étais encore à Londres, donc je suis venue à Manchester pour l'école, pour l'université. Au fait, l'université, je devais aller dans une autre université, dans une autre ville, mais maman et papa étaient venus ici à Manchester. Ils vivaient ici. Alors, j'étais pas sûre. Je voulais aller loin de la maison comme tous les jeunes, mais après, je me suis dit non, ça serait mieux d'être un peu plus près de chez eux. Donc, je suis venue à Manchester pour l'université. Et là, je servais Dieu. J'ai commencé l'université. On s'est rencontrés ici à Manchester. Wow! Donc, tu épouses tu avais dit, pas un Africain. Pas un Congolais, pas un serviteur de Dieu. Pas un serviteur de Dieu. Dieu t'a donné tous les trois. Tous les trois. Je crois que plusieurs sont en train de suivre. Peut-être qu'elles sont aussi inspirées. Mais ça, c'est très merveilleux. Maintenant, vous grandissez. Vous avez grandi en Angleterre. Vous venez à l'âge de 10 ans. Est-ce que vous avez appris à préparer? Vous étiez capable de préparer la nourriture africaine? Oui, ça c'est quelque chose que maman insistait toujours et je pense que c'est important. Des fois, les enfants, maintenant que j'ai des enfants, je comprends que les enfants, des fois, boudent, ne veulent pas faire certaines choses et tout. Mais comme j'ai dit ce verset-là, j'aime beaucoup ce verset-là qui dit enseigne à un enfant et dès qu'il sera old, dès qu'il sera vieux, dès qu'il sera âgé, he will not depart from it. Et maman m'enseignait toujours à préparer. Des fois, elle m'appelait dans la cuisine, viens, c'est toi qui vas faire à manger. Je boudais comme ça et tout. Je me souviens même la première fois que mon mari, maintenant que ma fille est venue à la maison, il m'a demandé, il est venu avec 2 pasteurs, ils m'ont demandé de préparer pour eux. Maman n'était pas là.
et je devais préparer, donc les recevoir, les accueillir en quelque sorte. Donc, je devais préparer la nourriture africaine pour eux. Et quand ils sont venus, il était étonné, il pensait que je ne pouvais pas préparer, bien sûr, parce que j'avais grandi ici, c'était un enfant, moi, napoto, comme on dit. Et j'ai préparé, je me souviens toujours, le limbondo, donc du pondu, et j'ai Wow. préparé le liboke de poisson-chat, c'est ça, de poisson-chat et des bananes. Et j'ai préparé beaucoup d'autres choses comme ça. Ils sont venus, ils ont mangé, ils disent waouh! L'autre pasteur qui dit non, pasteur, ma fille, c'est vraiment la femme à épouser parce qu'elle s'est préparée. Donc, j'ai appris ça. Je ne voulais pas, mais j'ai appris à préparer. Maman m'emmenait toujours dans la cuisine, m'apprenait à préparer. Des fois, c'est moi qui faisais à manger pour la maison. Et ça, c'est important aussi de passer ce temps-là. Je sais que beaucoup de parents n'ont pas le temps ici en Europe ou même en Afrique maintenant d'enseigner aux enfants, mais c'est toujours important d'enseigner aux filles et aux garçons de préparer, de faire à manger et tout ça, c'est important. Donc, peut-être que je ne serais pas mariée si je ne savais pas préparer. Je ne sais pas. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui ne veulent pas préparer, qui disent qu'elles vont apprendre. Ils iront manger au restaurant. Quand ils seront, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette attitude où ils pensent même que peut-être c'est un problème aussi de complexe parce qu'on pense que cette nourriture, elle n'est pas bonne. Ça prend trop de temps. Bon, je ne sais pas le temps, c'est en fonction de quoi? Bon, souvent on dit ça, ça prend trop de temps pour préparer, mais je pense que c'est important d'abord pour soi-même, pour toi-même, même pas seulement pour te marier. Pour toi-même, c'est bien de savoir préparer parce que moi, j'ai des amis anglais, des blancs, qui enseignent à leurs enfants comment préparer parce qu'on se dit quand tu seras seul, tu dois savoir, comme on dit, c'est des basic skills. C'est des choses qu'on doit connaître pour toi-même parce que quand Donc, tu des seras choses de seul, base. ouais, voilà, des choses de base. Et que quand tu seras seul, par exemple, tu vas à l'université, maman ou papa ne sera pas toujours avec toi. Et au restaurant, ça coûte cher. Donc, en tant qu'étudiant, tu ne pourras pas toujours aller, même si tu as cet argent-là, mais tu n'auras pas toujours le temps. Et en plus, ce n'est pas bien pour la santé. Maintenant, nous savons que beaucoup des take-away, ce n'est pas bien pour la santé. Donc, je pense que pour beaucoup de gens qui pensent que non, je n'ai pas besoin, je vais aller au restaurant, mais pour toi-même seulement, même pas seulement regarder le mariage, mais pour toi-même, c'est des skills, des trucs de base que nous devons connaître parce que ça aide dans beaucoup de choses, beaucoup d'endroits. J'ai ma petite sœur maintenant qui est à l'université. Elle est allée parce qu'elle a appris à préparer maintenant. Elle prépare des fois, elle m'étonne quand elle prépare. Elle dit non, j'ai préparé ça, j'ai préparé parce qu'elle a appris, elle me dit que she's saving, qu'elle épargne beaucoup d'argent alors que d'autres étudiants à l'université sont tout le temps en train d'acheter des trucs et tout leur argent vont dans des emportés. Mais elle peut faire un budget de la semaine et préparer des trucs. Elle prépare, par exemple, le lundi, elle prépare pour toute la semaine. Elle garde dans des bols comme ça parce qu'elle a appris à préparer. Donc, c'est important. Ça, c'est très important et je crois que ce n'est pas seulement un problème en Occident, même en Afrique, Même des en parents qui Afrique. laissent les enfants grandir sans qu'on leur apprenne à préparer. J'ai une question pour toi. Il y a une fille qui a dit à sa mère lui dit, mais il faut que tu apprennes à préparer parce qu'il ne faudrait pas qu'on aille te dire un jour que ta mère ne t'avait pas appris. Elle a dit, moi aussi, je vais demander à cet homme-là si sa mère ne lui avait pas appris. Alors, même si nous disons que les hommes peuvent apprendre à préparer, mais vous ne pensez pas que les filles devaient apprendre à préparer et connaître correctement comment préparer? Oui. C'est même pas, et souvent, comme vous avez dit, c'est une question de complexe. Nous, on a des amis blancs, maman,
des amis occidentaux qui apprennent à leurs enfants à préparer. Et on a des amis, même aujourd'hui, même ici dans ces pays, c'est toujours les femmes qui préparent plus que les hommes. C'est vrai qu'il y a des cas, des rares cas où les hommes préparent aussi, mais Oui, même dans les couples, ça c'est bien dit, c'est des des rares cas. rares, ouais, des rares cas où les hommes préparent aussi, même dans les couples occidentaux, mais la majorité du temps, c'est toujours les femmes qui préparent. Donc, je pense que comme cette fille l'a dit, je vais demander à l'homme, mais cet homme-là, bon, en tant que femme, tu as cette obligation-là de prendre soin de ta maison et de prendre soin de tes enfants, de ton mari. Donc, je pense que ça, c'est une chose que on peut pas, c'est vrai que moi, j'apprends aux garçons comment préparer, mais je pense que les femmes devraient savoir comment préparer. Je ne m'attends pas à mon mari, par exemple, de préparer. Moi, je viens, je prépare. S'il prépare une ou deux fois, oui, il peut m'aider, il peut faire ça, mais c'est pas son rôle, voilà. C'est ça le mot que je cherchais. C'est pas son rôle. Je crois que Dieu a donné aussi aux femmes des capacités. Ouais, ouais. La façon dont la femme peut faire plusieurs choses à la fois dans la À cuisine. la fois, ouais. L'homme, des fois, ne saura pas le faire. Ouais. Et même ces hommes-là qui sont peut-être des chefs dans certains, je ne sais pas moi, dans des grands hôtels, mais des fois, ils ne sont pas très capables à tenir leur cuisine à la maison, comme ils font là au travail. Donc, moi, je crois que nous devons encourager nos enfants, filles, à ne pas baisser les bras, à apprendre à préparer. Moi, je crois toujours qu'une personne qui sait préparer, c'est une personne libre. Oui, oui, c'est vrai. Quand quelqu'un ne sait pas préparer, je trouve ça comme un grand handicap. Vous voyez les haricots, des graines sèches dans le supermarché, mais vous ne savez pas que ces graines-là, vous pouvez dans quelques minutes les transformer en une bonne chose que vous pouvez manger. Quand quelqu'un paye de haricots en boîte, la plupart de ces haricots, il y a la viande de porc dedans. Et souvent, le sel est à un niveau très élevé, beaucoup de graisse. Tu manges les haricots, mais en réalité, tu te rends en même temps malade. Mais quand c'est toi-même qui prépares, tu sais mesurer la quantité du sel, mettre juste un peu d'huile d'olive et tu manges une nourriture assez saine que quand tu veux juste ramasser en boîte, tu sais pas quel conservant on a mis dedans, qu'est-ce que ça peut faire à la santé. Donc, moi, personnellement, je suis très flatté de voir que toi, ayant grandi à 10 ans, ta sœur est née là-bas, mais vous savez préparer, vous comprenez que c'est important. Et je crois que pendant ces mois de la femme, c'est quelque chose que nous aussi, en tant que parents qui écoutons jeunes filles, à comprendre que préparer n'est pas une mauvaise chose, mais ne pas connaître préparer, c'est un handicap. Oui, comme on dit ici, c'est des basic skills. C'est des choses qu'on devrait connaître pour survival, pour sa propre survie. Voilà. Ça, c'est vrai. Oh, mais c'est très intéressant. Alors, allons dans une chose avant d'aller pour les questions. J'aimerais que vous puissiez nous parler un peu d'un incident que vous avez eu avec, quand on vous dit de garder un enfant et vous avez pris une cassette, vous avez mis à la télé et racontez-nous un peu. Cet incident, je parle très rarement de ça, mais je pense qu'avec les femmes, on devrait en parler parce que des fois, on ne fait pas attention à certaines choses et des fois, on ne sait pas. Au fait, en tant que parent, on ne sait pas beaucoup de choses. Je me souviens que souvent, on avait un voisin quand j'étais en Belgique et souvent, j'aimais jouer avec la petite fille parce que j'étais seule à la maison et elle était seule. J'allais souvent chez mon voisin. Et en allant chez le voisin là, une fois comme ça, on jouait, la petite fille était dehors et j'ai pris une cassette qui n'était pas marquée, j'ai mis en ce moment-là, c'était des cassettes magnétoscopes, des vieux là. De vieilles cassettes là, ouais. Vieilles cassettes, ouais. Et j'ai mis la cassette, maman, et c'était un film porno. Et c'est comme ça que j'ai
j'ai découvert ces films-là. J'ai commencé à regarder. Au début, j'étais très surprise, très choquée parce que de voir, mais j'avais déjà vu quelques minutes et puis j'ai vite remis la cassette. Et c'était devenu comme une habitude, quelque chose, une attirance au fait, qui m'emmenait là, chaque fois que j'allais chez le voisin, je regardais les cassettes, je mettais les cassettes et c'est comme ça que j'ai été introduit au film porno. Mais Maman maintenant, ne savait quand pas. tu vas chez les voisins, tu es seul avec leur enfant, c'est ça? Oui, des fois, leur enfant est dans la cuisine, elle joue, ou des fois, elle s'endort parce qu'elle était plus jeune que moi. Et Mhm. donc, c'était comme ça. Et je mettais les cassettes. Et des fois même, parce qu'on restait souvent, en tout cas, c'était pendant plusieurs jours. Des fois, je pouvais aller là-bas, elle vient chez nous. Des fois, je prenais, à certains moments, j'ai même commencé à voler les cassettes chez eux pour emmener chez nous, comme des fois maman était au travail, je revenais de l'école comme ça, je regardais en cachette. Et c'est là que j'ai commencé, j'étais attirée par le porno, regarder. Et une fois, comme ça, je suis allée chez bon, je peux dire un oncle. C'était pas des oncles, comme chez nous, on dit toujours des oncles. C'était un ami de la famille, je peux Un dire. tonton. Un tonton, voilà, un tonton. Je suis allée chez lui, j'étais restée là-bas pendant, je pense, cette journée-là, et j'ai vu des cassettes. Et pour lui, c'était vraiment des cassettes étalées comme ça. Et j'ai commencé aussi à regarder. Donc, j'ai commencé pendant un long moment à regarder ces cassettes-là. Et de plus en plus, je regardais, j'étais attirée par ça. Mais Et ces cassettes sont exposées, ça veut dire juste à l'endroit où il y a la télé, les cassettes sont aussi oui, là-bas à côté. ouais, ouais. Et ça, il faut dire aussi aux parents, bon, je sais qu'on ne devrait pas. C'était des païens en ce moment-là, ce n'était pas des gens qui connaissaient Christ, mais il n'y avait pas de labels, il n'y avait pas Des étiquettes. des étiquettes. Je pense qu'il s'était fait exprès parce que comme ça, s'il n'y a pas des étiquettes, personne ne peut savoir. Mais par curiosité d'un enfant, j'ai juste pris comme ça et j'ai mis, et c'est là que j'ai commencé à regarder. Et ça m'a beaucoup tourmenté, maman, je peux dire maintenant, parce que c'est mon témoignage, c'est mon histoire. Au fur et à mesure que je regardais, j'ai commencé à me masturber. À 10 ans, 11 ans, maman n'avait aucune idée de ça. Je regardais des fois comme ça, j'allais chez le voisin, je regardais ou je prenais les cassettes, je regardais et j'ai commencé à me masturber à l'âge de 10 ans. Et à ça, je dis toujours aux parents de faire attention, de prier. Maintenant, c'est de prier pour les enfants, de parler avec les enfants parce qu'il y a certaines choses qui, c'est des secondes comme ça. C'est des secondes où il regarde quelque chose, il est exposé à quelque chose et après, ça a des effets pendant toute une vie. Et ça m'a pris beaucoup de temps jusqu'à ce que, pour que ça s'arrête. Parce que après ça, quand je me masturbais comme ça, j'avais un dégoût, je pleurais. Et je pense que j'avais toujours cette grâce-là parce que même là, maman ne priait pas, on n'allait pas à l'église, mais elle avait toujours sa Bible. Donc, des fois, quand ça arrivait comme ça, j'avais ce désir-là. Je prenais la Bible, je commençais à lire la Bible, les psaumes toujours. Je lisais les psaumes et puis je faisais des chansons. Je dis, je savais pas, au fait, je savais pas prier, mais j'avais toujours cette culpabilité-là. Et ça m'a pris beaucoup d'années. On est venu, j'étais born again, mais il y avait toujours des moments, ça pouvait passer 3 mois, 4 mois. Mais un moment, le diable est un menteur, il vient toujours pour nous tenter, un moment de tentation comme ça à la télé, ou bien peut-être que je restais tard à étudier ou quoi. Un moment, il y a quelque chose à la télé, je regardais comme ça et je pouvais maintenant, et c'était un relapse. Et quand je me masturbais comme ça, j'avais mal, j'avais un dégoût, je pleurais. Et à un moment, j'ai commencé à pleurer, je priais. Quand j'ai vraiment commencé, j'ai donné ma vie à Christ, je disais, Seigneur, donne-moi le dégoût de ça. Donne-moi le dégoût de ça. Je priais toujours, donne-moi le dégoût. Et au fur et à mesure, une fois comme ça, j'ai eu un dégoût. C'était le même sentiment que j'ai eu dans cette boîte de nuit. J'ai eu un
dégoût. Je regardais, je pense que c'était une magazine, je ne sais plus si c'était une magazine ou une vidéo, je regardais comme ça et j'ai eu ce dégoût-là et je me suis dit, waouh, je ne peux plus jamais. Et c'était comme ça que Dieu m'a délivré de ça. Mais ça a pris beaucoup de temps. Je pense que j'avais peut-être 19 ans, donc depuis 10 ans jusqu'à 18-19 ans. Et je sais que peut-être qu'on peut parler aux garçons, on dit, ouais, il ne faut pas se masturber, on parle souvent de ça dans l'éducation sexuelle. Mais à l'école, maman, on dit aux enfants que c'est bien de se masturber. À l'école, ici, chez nous en Angleterre, dès qu'un enfant a Year 5, donc en 5e année primaire, donc 9 ans, 10 ans, on enseigne l'éducation sexuelle à l'école. On vous dit que la masturbation est normale. C'est un moyen de se release, de se soulager. De se soulager. C'est normal, c'est pas mal. On enseigne ça aux enfants. On donne ça dans l'éducation sexuelle. Donc, en tant que parent, si on ne sait pas ce que les enfants sont en train de prendre à l'école, l'enfant peut maintenant comprendre que non, c'est normal, je peux faire ça, c'est pas un péché. Mais après, il y a des conséquences qui viennent parce que moi, je dis toujours à mes garçons, je dis non, mais quand tu te masturbes, tu as une image quelque part. Tu as une image de quelque chose qui est malsaine, qui est dans tes pensées et c'est très, comme vous avez dit, c'est très addictif. Mm-hmm. Et vous pensez toujours que non, je vais voir encore plus. Et c'était comme ça. Donc, moi, j'ai eu cette délivrance-là, je peux dire, à 18-19 ans, où le Seigneur m'a donné ce dégoût-là. Mais nous devons faire attention aux enfants parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont. Et maintenant, surtout, que c'est à la portée. Ce n'est même pas les cassettes comme avant. Comme nous, on cherchait des cassettes et tout. Maintenant, c'est les téléphones, c'est sur les iPads, c'est partout, c'est gratuit. On n'a même pas besoin même de cliquer. Il y a des films, des fois quand on regarde un autre film, il y a des pop-ups qui sortent. Donc, on doit vraiment faire attention et en parler aux enfants. Wow, 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 wow. Oh, merci, merci d'avoir voulu partager ça. Ça, c'est un élément très, très important. Imaginez les parents qui exposent des cassettes comme ça, pornographiques, et un enfant met la main dessus. Je me souviens dans une réunion que je faisais pour enfants, j'ai dit qu'il ne fallait pas voir la pornographie et tout ça. Un enfant a réagi, a dit, mais pourquoi les parents regardent alors? Voilà, voilà. Un enfant m'a posé cette question, j'étais mouillé de honte, j'ai dit, waouh. Mais j'avais pris mon courage pour lui dire que c'est toujours une faute, même si c'est les parents qui regardent, ça n'honore pas Dieu. Donc, c'est là où même nous, chères dames, chers hommes, il y a des hommes aussi dans ces temps d'interview, ça vaut la peine que nous puissions avoir comment je dis, surveillance parentale pour savoir les enfants ont accès à quoi. Parce que si nous, même comme elle a dit, vous pouvez être en train de regarder quelque chose. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont été kidnappés par certaines personnes juste sur leur propre ordinateur à la maison. Quelqu'un, une image sort là pour dire, voilà, je t'aime beaucoup, je vais te faire ceci. Voilà. Sors de chez vous, qu'on se voit à tel endroit. Et l'enfant croit aussi la personne. Pourquoi les parents ont besoin de protéger les ordinateurs là où les enfants ont accès pour que ces choses n'arrivent pas aux enfants. Et aujourd'hui, c'est comme elle a dit, la pornographie, c'est même sur les téléphones. Et la pornographie, elle est tellement mauvaise, elle est addictive, elle détruit la vie de quelqu'un. Alors, il y a une autre chose que je voulais dire ici, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur les enfants qui sont enseignés dès 5e primaire qu'il faut se masturber. C'est là où, même dans mon livre ici, j'ai dit que l'éducation sexuelle devait commencer depuis la petite enfance. Pourquoi? Parce que le temps où l'enfant est à la maison avant qu'il n'aille à l'école, il a besoin d'apprendre beaucoup de choses de ses propres parents. Quand l'enfant va déjà à l'école,
il apprend des choses, toi tu viens pour contredire, l'enfant ne va plus te croire. Ouais. Il va toujours penser que toi tu ne connais pas. Mais Oui, si tu as pris le temps de donner une éducation sexuelle à l'enfant, de lui montrer que son corps, que c'est quoi son corps, je crois que j'en parle vraiment en détail dans les livres. Quand l'enfant ira apprendre de nouvelles choses sur ce que toi tu as déjà dit, l'enfant viendra comme pour t'informer. L'école a dit ça. Oui, l'école a dit ça. À ce moment-là, l'enfant va te croire. Mais si tu n'as jamais abordé, maintenant on enseigne à l'enfant, toi tu n'es là que pour aller contredire. La première information, souvent, elle est accueillie avec beaucoup de joie par un enfant. Donc là aussi, les enfants, les parents doivent faire attention. N'élevez pas les enfants sans leur donner une éducation sexuelle. Et j'en parle dans les livres, l'éducation sexuelle ne veut pas dire, le mot sexuel, ça peut être souvent peur. Mais vous savez que même les dessins animés chez vous à la maison donnent une éducation sexuelle à votre enfant. Même les dessins animés. Et surtout maintenant, il y en a plein. Donc, ouais. Un dessin animé que les enfants regardent, mais ça parle des choses, des amoureux, c'est mon amoureux, c'est mon amoureuse. Et quand l'enfant écoute que les gens qui tiennent ce langage-là sont des petits enfants, parce que c'est la voix comme lui. Et puis, j'aimerais ici dire aux parents, le dessin animé, c'est les idées d'un adulte pour vos enfants. Pour les enfants. Ne pensez pas que les dessins animés, c'est pour les enfants. C'est un adulte qui veut enseigner vos enfants. Donc, vous-même, mettez-vous à la place, donnez d'abord un enseignement pour que quand les enfants suivent, même si c'est à la télé, même si c'est les dessins animés, ils vont vous poser des questions. Mais ces enfants-là ont dit ça, maman. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que toi, tu penses? Donc, je crois que c'est quelque chose de très important. Ah, mais c'est merveilleux d'écouter ces témoignages. En tout cas, c'est un témoignage qui va encourager plusieurs qui ont grandi en Occident ou peut-être qui portent une certaine honte. Et puis, avant qu'on termine, tu es venu en Occident, tu ne parlais que français. Que français, ouais. Comment se fait-il que tu parles lingala, tu parles... comment? J'apprends le kimongo. J'apprends le kimongo. Alors, dis-nous un peu, comment c'est arrivé que tu as appris d'autres langues? Parce que tu n'es venu qu'avec le français. Oui. Bon, l'anglais, je devais... Qu'est-ce qui t'a amené maintenant? L'anglais, je devais apprendre. L'anglais, ça, on n'a même pas besoin, tu allais là. Ouais. Mais le français, on continue à parler en français à la maison. Donc, maman insistait, on devait parler le français. Et puis, l'environnement où on était venu, il y avait beaucoup de gens que j'aimais beaucoup qui parlaient le lingala et qui ne comprenaient pas le français. Donc, je devais apprendre parce que, ben voilà, ils parlaient le lingala. Et je dis toujours, maintenant que j'ai grandi, je dis aux parents d'apprendre aux enfants les langues parce que, comme moi, je suis venue, je ne parlais même pas le lingala. Alors qu'on a parlé des langues, là, on dit souvent que non, les enfants ne parlent pas lingala, alors que c'est notre langue. On doit valoriser cela et apprendre aux enfants. Nous, on apprend maintenant à nos enfants, on parle lingala parce que c'était important. Donc, l'environnement où je grandissais, parler lingala, c'est là que j'ai appris des fois à l'église et tout, j'ai appris comme ça. Et donc, c'est là que j'ai continué à parler français parce que à la maison, on continuait toujours à parler français. Et je devais des fois, même maintenant, quand je me suis mariée et tout, je devais moi-même aussi approfondir mon français parce que ben, je pouvais pas trop parler parce que des fois, j'avais des mots que je ne comprenais pas et j'ai appris moi-même. Et comme j'étais mariée à un Congolais qui était serviteur de Dieu, et donc on servait Dieu dans un milieu pas seulement congolais, mais on servait Dieu dans un milieu au début francophone et tout. Donc, j'ai dû apprendre beaucoup de langues comme ça. Et c'était parce que je voulais aussi apprendre. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous dites aux parents? Il y a des parents qui disent il ne faut pas que les enfants parlent lingala. Surtout ceux qui sont en pays, qui sont en Afrique.
peut-être dans un autre pays, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, ils ont leur langue, mais ils préfèrent que les enfants parlent seulement français, pas la langue du pays. Donc, quel est votre conseil? Je pense que c'est important. On doit enlever ce complexe-là qu'on a, comme on a parlé des dialectes, pour dire que non, c'est des langues. Souvent, j'entends les parents dire le lingala, par exemple, c'est une langue de honte. Non, on n'a pas besoin d'apprendre aux enfants les Une mots langue qui... de honte, mon Dieu, ça Ouais, souvent, pas. en tout cas, j'ai beaucoup entendu ça. On doit apprendre aux enfants parce que c'est notre langue et ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de notre fierté. Et moi, souvent, maintenant, je sais, des fois, on est dans le bus et tout, je parle aux enfants en lingala parce que je sais que les autres ne savent pas, ils ne comprennent pas. Et les enfants sont fiers de ça, de dire que non, je parle français, je parle lingala, je parle anglais. Et ici, on encourage toujours le multilingual, donc les bilingues, les gens qui parlent beaucoup de langues. Et c'est une fierté aussi. Quand on parle aux enfants, les enfants ont cette identité-là. En fait, ils s'attachent à cette identité. Et cette culture, une partie, c'est pas seulement la nourriture, mais une partie de notre culture, c'est le lingala aussi. Et surtout au pays, comme moi, je parlais pas le lingala à Kinshasa. Quand je suis arrivée, j'ai appris ici en Europe. Donc, il y a plus de facilité pour les enfants à Kinshasa d'apprendre, ou bien au Cameroun, ou bien d'apprendre leur langue. Quand ils vont grandir, c'est toujours important. C'est toujours important, vraiment. Et Wow. maintenant, bon, j'ai un mari congolais, donc on parle le lingala ensemble avec nos enfants. Donc, c'était toujours avantageux que je parle quand même. Wow, wow, wow. Ça, c'est vraiment que Dieu vous bénisse. Oh non, ça, c'est une fierté de savoir que nous avons une bonne culture, que nous avons besoin de garder, que ce soit en termes de nourriture, en termes de morale, en termes de la langue. Wow, que le Seigneur soit loué. Amen. C'est le temps où nous pouvons recevoir des questions. Si vous avez des questions pour Madame Golda, et nous félicitons votre mari, le pasteur Mapi, que Dieu le bénisse. En tout cas, des enfants qui sont nés en Angleterre, mais qui parlent, entendent les lingala. Oh, mais très beau. Ils parlent et ils comprennent, surtout le grand, il essaye de parler. Et on leur dit toujours, même si vous parlez avec un mauvais accent, moi je parlais avant avec un accent un peu bizarre, mais je continuais à parler. Donc ils parlent un tout petit peu, ils se débrouillent. Ils parlent. Wow, ça c'est bon. Alors, si vous avez une question à poser, vous savez, nos réunions actuelles sont des réunions différentes. Ce n'est pas des conférences où nous venons seulement pour écouter, c'est aussi des temps où nous voulons parler et poser des questions. Oui, je vois, il y a Debbie qui veut parler. Oui. D'abord, commencer par dire merci à Maman Golda. C'est vraiment intéressant d'apprendre sur votre parcours. Parce que si je ne savais pas que vous étiez venu, vous étiez arrivé en Europe très jeune. Ouais. Mais c'est bien d'entendre quelqu'un qui est un peu plus un adulte qui a eu ce parcours-là. Moi, je veux un peu donner un commentaire et puis poser la question. Après avoir écouté tout ce que vous avez raconté, j'ai une préoccupation en ce qui concerne surtout les parents africains qui amènent leurs enfants en Europe ou en Occident et qui passent la plupart du temps à penser au négatif de la nouvelle culture qui est au positif de la nouvelle culture. Et oui, il y en a plein. Il y a plein de choses négatives, mais beaucoup de parents, en anglais, on dit they put an emphasis on the negative things. Et ils mettent un accent sur les choses négatives. Ouais. C'est ce que tu voulais dire. Ouais. Et pour moi, ça m'amène un peu à me poser même des questions pour
comme quelqu'un qui a vécu ici, qui est arrivé ici à partir du Congo, à l'âge de 14 ans, et je suis venue ici, j'aurai des enfants ici. J'essaie de mon mieux de trouver aussi de bonnes choses à dire à mes enfants, oui, tu peux suivre cette partie de cette culture ici. Ne pas trop mettre de l'accent sur seulement les choses négatives qui sont différentes de la culture d'où on vient. Ouais. Pour moi, ça me fait mal de savoir cela parce qu'on peut dire que oui, je suis contente d'entendre votre témoignage sur la pornographie et tout ce que vous avez, comment Dieu vous a aidé. Et des fois, c'est que moi, j'ai compris surtout et j'ai vu avec la plupart des parents africains, ils viennent avec cette mentalité que la pornographie, mon enfant doit avoir eu, had that first interaction with pornography seulement quand ils sont venus en Europe. Moi, personnellement, j'ai ma first interaction with pornography, c'était au Congo. Au Congo, ouais. Ma première interaction avec le lesbianisme, c'était au Congo. Au Congo, ouais, c'est vrai. Pour nous, et pour moi, at least, quand je parle de moi, je me dis, pour moi, de dire que c'est parce que je suis venue en Occident, c'est parce que, non, moi, ces choses, j'ai vu cela au Congo, premièrement, avant de venir ici. Et pour moi, comme quelqu'un qui aura des enfants dans cette culture, je voudrais bien apprendre à mes enfants que ça peut être n'importe où, parce que le diable n'a pas besoin d'un passeport. Ouais. Il est partout et il peut utiliser un Congolais comme il peut utiliser un Blanc en Belgique, en Angleterre, où que ce soit. Et pouvoir aider les jeunes, surtout les jeunes comme nous. Moi, je suis jeune, qui vont avoir des enfants dans ces pays occidentaux. Pour moi, c'est important qu'on puisse aussi avoir nos mamans nous aider à comprendre les bonnes choses à apprendre et à garder de ce parti, de cet endroit de l'Occident, et aussi, bien sûr, nous apprendre les choses à rejeter qui sont de l'Occident. Et aussi, soyons réalistes, il y a des choses africaines que nous, on ne peut pas accepter. La façon que les femmes sont traitées en Afrique, surtout quand je pense aux veuves. Ça, c'est quelque chose, la façon les genres de rituels qui sont mis en place pour abaisser les veuves et tout ça. Ça, ce sont des choses que nos parents ne vont pas passer le temps à parler de ça, mais ils vont totalement faire de l'accent sur oh, les gens occidentaux font des choses mauvaises, il ne faut pas faire comme eux, il ne faut pas suivre leur culture. Mais il y a des choses, même en Afrique, que vous ne parlerez jamais, que vous n'allez pas mettre de l'accent dessus, et parce que seulement, oh, c'est pas assez mal comme les gens de l'Occident. Pour moi, ça me fait mal de savoir que la plupart du temps, quand on parle de l'Occident, c'est négatif. Et moi, en parlant, je ne dis pas cela seulement pour dire que, oh, on est trop méchant. Non, il y a des choses, il y a plein de choses négatives, plein de choses négatives en Occident. Partout. Mais ce n'est pas tout ce qu'on doit juste parler à nos enfants. Parce que pour moi, je sais, je suis ici aux États-Unis, il y a des choses qui sont totalement américaines que moi, je vais apprendre à mes enfants. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'important. C'était bien. Moi, je suis toujours étonnée de voir la façon que les gens construisent les routes ici aux États-Unis. Pour moi, ça, c'est quelque chose que j'entends pas la plupart des Africains parler du bien de cela. Mais les 5 chantiers dans nos pays comme le Congo là-bas, on veut en parler, on dirait comme si, mais ici, on va juste parler d'une chose négative. Pour moi, ça me fait mal. Parce que nous aurons des enfants dans cet endroit. Merci, Debbie. Et pour moi, ma question, je pose la question. Comment aider notre génération? Parce que nous, maintenant, les enfants qui auront des enfants ici, comment nous aider à avoir une bonne balance dans la façon que nous éduquons nos enfants sans perdre, bien sûr, le côté africain que nous avons,
mais aussi sans diaboliser l'endroit où ces enfants vont vivre. Waouh, waouh, waouh. Déby, je vois que tu es très passionné et j'aime ça. I would like to discuss it further next time. Mais ce que je peux dire en cours, je peux dire que c'est important d'avoir une balance, comme tu as dit, c'est vraiment important. D'abord, moi, je dis toujours aux parents d'apprendre eux-mêmes sur la culture ici. On ne peut pas diaboliser ou accepter ce qu'on ne connaît pas. Souvent, c'est ce qu'on a appris des médias et nous savons que les médias ne nous montrent qu'un aspect qu'ils veulent nous montrer. Donc, on apprend des choses comme ça, on prend les choses au fait qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas bonnes, we pick it, on prend ça comme ça et nous-mêmes, on n'apprend pas. Donc, en tant que parents, nous devons nous-mêmes apprendre sur la culture d'ici, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bien, quelle est la culture d'ici au fait. Quand on apprend comme ça, on peut maintenant commencer à voir par rapport à nous. Et nous devons aussi voir, comme tu as dit, c'est vrai, nous avons la culture congolaise qui est bonne, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont mauvaises. Donc, nous devons voir la culture congolaise, nous avons la culture occidentale, mais nous avons aussi la culture de Christ. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Des fois, avec nos enfants, nous disons, oui, ici en Occident, on dit ceci. En Afrique, on dit ceci, mais qu'est-ce que la Bible dit de ça, par rapport à ça? Et donc, nous devons balancer tous les trois. Ce n'est pas seulement la culture africaine, la culture occidentale, parce qu'en Afrique, on peut dire certaines choses sont bonnes, mais au fait, quand on regarde ça à la lumière de la parole, ce n'est pas une bonne chose. Donc, on doit arrêter. En Occident, on peut dire ça, c'est bien et ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien, mais on regarde à la lumière de la parole. Donc, il faut d'abord, moi, je peux dire, apprendre par nous-mêmes ces cultures-là. Et là, on pourra maintenant juger et voir aussi ça vient d'où. Des fois, il y a certaines choses qu'on fait ici, on ne sait pas d'où ça vient, mais on apprend comme ça, on est emporté. Donc, quand on apprend, on sait d'où ça vient d'où, et on peut maintenant commencer à balancer. Cette culture, c'est ma culture congolaise, mais ce n'est pas très bien. À la lumière de la parole, ce n'est pas très bien. Ou c'est ma culture africaine, c'est la culture occidentale. Donc, on doit tout juger comme ça et commencer à balancer, mais vraiment apprendre sur la culture et toujours en parler aux enfants. Donc, voilà. Merci, merci. Merci, Déby, pour la question et pour la contribution. Merci, Madame Golda. Est-ce qu'il y a une autre question? Vous savez, l'interaction nous aide à mener à la lumière beaucoup de choses. Ouais. Est-ce qu'une autre personne a une question? Vous pouvez lever la main. Je vois professeur Yuyu. Allez-y. Oui. En tout cas, d'abord pour remercier Maman Golda, c'était très, très, très enrichissant. Mais j'avais vraiment une question à poser. Votre parcours est tellement intéressant. J'avais une question à poser toujours par rapport à vos compétences en tant que psychologue. Je me suis rendu compte aussi que souvent, lorsque nous copions, et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Déby, en tout cas, c'était très, 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 très intéressant également, intéressante. Mais ma question, c'est, même à l'église, des fois, on voit des personnes qui copient la culture d'ici, mais qui copient mal. Ouais. Qui copient, mais qui copient très mal, que ce soit par rapport à l'habillement. Vous voyez, nous avons, surtout nous, Africaines, une morphologie qui ne nous permet pas certains accoutrements. Alors, maintenant, des fois, lorsque vous faites une approche pour faire comprendre à la sœur ou à ses enfants, les gens ont l'impression, là aussi on copie, mais voilà, c'est ma vie privée. Ça, c'est la deuxième chose. Ou alors, on vous dit, ben voilà, vous m'avez jugé. Même si vous ne faites qu'une remarque. Et des fois, on perd des membres à cause de ça, parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas tolérer. On copie aussi mal cette histoire d'avoir un petit ami. Chez nous, en Afrique, voilà, la fille est chez elle, même si elle a une petite amie, c'est en cachette, ou alors peut-être que les enfants, les parents connaissent, mais quitter la maison sans aucun signe, sans aucun geste de monsieur aller habiter. Mais ici, c'est très facile. Nous avons eu, par exemple, une responsable de la chorale
qui a eu un copain et qui a demandé au copain d'aller vivre chez elle. Et nous nous sommes interposés. Elle nous a détestés parce qu'elle trouve que nous avons empiété sa vie privée. Alors maintenant, par rapport à ces personnes qui copient mal, comment il faut faire en tant que psychologue? Wow. En tant que psychologue, je peux dire qu'il y a certaines choses, maman, où quand quelqu'un a déjà des prédispositions à quelque chose de mauvais, c'est vraiment facile pour lui de prendre ce qui est mauvais. Donc, il y a certaines personnes qui sont prédisposées à ce qui est mauvais. Ils veulent ça. Ils attendent seulement l'occasion pour se mettre dans ce milieu-là ou copier ou prendre ce qui est mauvais. Moi, je peux dire, ça commence par l'enseignement. Et en tant qu'enfant de Dieu, ça commence par l'enseignement avec amour. Il y a certaines personnes qui ne vont jamais accepter votre enseignement, qui ne vont jamais accepter votre remarque, parce qu'il y a des choses qui se passent en eux-mêmes. On a parlé de ça, je pense, de l'habillement et tout, c'est un langage et tout. Il y a des choses qui se passent en eux-mêmes qui ne comprennent pas du tout. Donc, il y a certaines choses que vous devez enseigner, que vous devez parler, mais avec amour, et enseigner ça. Enseigner, moi, je peux vous dire toujours d'enseigner à l'église, d'enseigner aux jeunes filles, d'enseigner. Et là, comme Maman Astrid a dit, dès le début, quand les gens ont cet enseignement, ça va commencer à changer l'intérieur. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont prédisposés déjà à quelque chose, des choses qui sont mauvaises, et ils vont forcément prendre ce qui est mauvais. Je pense que ce qui est important, que Christ fasse le travail dans le cœur des gens. Mais souvent, nous-mêmes, à cause des blessures, à cause de tout ce qui se passe dans nos cœurs, on ne laisse pas Christ vraiment faire ce travail-là dans nos cœurs. Et ça fait qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui ne sont pas totalement convertis, qui ne donnent pas réellement leur vie à Christ, qui attendent seulement qu'on lui dise « Non, tu vois, les cheveux là, ah, tu m'as jugé ». Donc, il y a déjà quelque chose qui se passe en eux qui n'ont pas deal with, qui n'ont pas... je ne sais pas en anglais. Donc, peut-être enseigner avec amour, mais vous ne pouvez pas arrêter. Certaines personnes sont prédisposées, maman. Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, continuez à enseigner, continuez à faire ce que la Bible dit. Et il y a des gens qui vont se rendre compte que non, ça, c'est la bonne voie. Je crois Maman Golda aussi avait dit quand elle répondait à Debbie qu'il y a la culture occidentale, la culture africaine, mais il y a aussi la culture du Christ. Il y a aussi nous en tant qu'enfants de Dieu. Les deux cultures, nous devons les amener à la lumière de la parole de Dieu et voir que dit la parole face à telle chose de ma culture, telle autre chose. Debbie, sois calme, nous allons traiter ces problèmes. Ça me venait déjà à l'esprit, même parler des problèmes de, comment on dit, de la succession en Afrique, des problèmes de traitement des veuves, le problème même de remariage des veuves. Beaucoup de veuves même pensent qu'elles n'ont pas droit au remariage ou quoi. Ce sont des choses qu'on va traiter. Je vais pousser un peu le sujet peut-être dans quelques jours. Quand on parlera avec une autre dame. Mais ce sont des choses dont on va parler. Mais nous devons tout amener toujours à la lumière de la parole de Dieu. Que dit la parole? Qu'est-ce que Christ nous enseigne face à telle ou telle autre chose? Parce que qu'on soit en Occident, en Afrique, en Asie ou n'importe où, nous aurons à rendre compte devant Dieu. Sur comment on a vécu, comment on a élevé les enfants, qu'est-ce qu'on a appris aux autres. La Bible dit que toute parole qui sort de nos bouches, nous serons redevables pour ça. Nous rendrons compte pour toute parole inutile. Et parole inutile n'est pas seulement injure, mais aussi des mauvais conseils qu'on donne, des choses dont on dit qu'ils ne sont pas en ligne avec les Saintes Écritures. Et nous verrons aussi qu'il y a des choses qui sont populaires, que beaucoup de gens appuient. Mais ce n'est pas parce que les choses sont populaires qu'elles sont correctes. Ouais, et ce n'est pas aussi que parce que la minorité insiste sur ça. Mais
regardons toujours à la lumière de la parole. Et je crois que le temps de partage comme celle-ci, ça nous aide à amener beaucoup de choses à la lumière et à nous aider. Une autre question, s'il y en a. Chers frères et sœurs, vous savez, nous venons dans ces réunions pour ces raisons d'écouter et de discuter ensemble. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Peut-être une dernière question, s'il y en a. Parce que je sais que notre temps aussi est parti et bientôt nous allons terminer. Au fait, je donnerai l'occasion. Il y a une question encore? Oh non. Je donnerai l'occasion à Madame Golda de nous donner son dernier mot. Si elle a un conseil pour les filles ou les femmes, les garçons, que ce soit en Afrique ou ici, mais j'ai beaucoup aimé tous les conseils que vous avez donnés à apprendre à nos enfants nos langues pour qu'ils maîtrisent les langues, où qu'ils soient nés, qu'ils connaissent nos langues et qu'ils en parlent. Mais si vous avez un dernier mot pour le public. Je pense que j'aimerais dire à tout le monde vraiment merci de m'avoir suivi, mais ce que je voulais dire de communiquer entre parents, communication entre parents et enfants, c'est important. Dans notre culture en Afrique, par exemple, on nous dit toujours de ne jamais demander pourquoi. Je sais qu'en Afrique, quand un enfant demande pourquoi, c'est l'impolitesse à une grande personne. Alors qu'ici, dès la maternelle, on apprend aux enfants à demander pourquoi. Vous verrez les enfants tout petits. Tu vas au lit, oh maman, pourquoi? Tu vas manger, pourquoi? C'est comme ça, mais c'est parce que ici, le système d'éducation ici nous apprend nos enfants à penser, voilà. Et en Afrique, on apprend aux enfants comment assimiler l'information, avoir plus d'informations. Donc, en tant que parent, on peut être africain, on peut être d'ailleurs, mais apprenons cette culture ici, apprenons quelle est cette culture et comment est-ce qu'on peut aider nos enfants. Donc, apprenons à répondre à ces questions des enfants. Pourquoi ça, des fois, ça peut être ennuyant, les enfants demandent pourquoi tout le temps, mais essayons de répondre à ces questions, communiquant avec les enfants. Parce que plus vous êtes en train de communiquer à la maison, les enfants n'auront pas ce temps-là de pouvoir prendre ce qui est mauvais ailleurs, parce que vous aurez déjà dit ça à la maison. Donc, et les enfants aussi, nous devons enlever ce complexe de supériorité qu'on nous montre à l'école, que tout ce qui est africain est mauvais. Donc, on pense que les parents ne savent rien parce qu'ils ne parlent pas la langue. D'abord, quand le parent ne parle pas français ou anglais ou quelque langue, ce n'est pas un signe d'intelligence. Donc, en tant qu'enfants, nous devons enlever ce complexe-là de tout savoir, qu'on connaît tout et les parents ne savent rien. Parce que quand on a tous l'autre, un complexe infériorité, complexe supériorité, on ne peut pas comprendre, on ne va pas apprendre des parents. Donc, communiquons, passons un moment de communiquer, à expliquer à nos enfants pourquoi et nous-mêmes à apprendre sur cette langue, sur cette culture où nous vivons. Parce que comme Debbie a dit, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a aussi des bonnes choses dans notre culture. Alors, nous pouvons mélanger les deux. Moi, j'ai appris et maintenant, en tant que parent, je vois maintenant l'importance d'avoir appris ma culture africaine que j'apprends maintenant à mes enfants. Mais je leur apprends aussi, parce que j'ai grandi ici, je leur apprends aussi la culture d'ici. Il y a certaines choses qu'on fait ici et je leur apprends la culture de Christ. Et je leur dis toujours, comme ma mère disait, qu'est-ce que la Bible dit? Je ne suis pas les parents des autres. Et qu'est-ce que la Bible dit? Des fois, ils sont, oh, tu dis toujours sur la Bible. Je leur dis, c'est notre culture, c'est notre base. Donc, c'est un peu ça que je peux donner conseil et dire, bon, selon mon expérience, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je peux dire. Wow! Wow, 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 wow.
J'aime la phrase de ta maman. Je ne suis pas la maman des autres. C'est pas la maman des autres. Oh mon Dieu, ça, vraiment, je vais l'adopter. Je ne suis pas la maman des autres. Chers femmes, si vous voulez adopter la phrase là, il n'y a pas de souci. Et Oh, même moi, maman, ouais. je dis à mes enfants, je ne suis pas la maman des autres. Pas la maman des autres. Je suis votre maman. C'est à moi de vous dire. Ça a été un temps merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je ne sais pas pour les autres. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent apprendre toujours dans ce qui bouge. Mais des temps comme ça où on écoute, on réfléchit. Depuis que nous avons commencé les premiers jours avec professeur Yuyu, deuxième jour avec Madame Monique qui nous a parlé un peu de l'influence dans la politique et tout. Et ce que nous venons d'entendre aujourd'hui par rapport à la culture et aux différences en Afrique et l'Occident, je crois que nous avons appris beaucoup de choses qui peuvent nous aider dans notre vie personnelle, dans des décisions que nous prenons. Et j'ai toujours cru que Dieu peut utiliser une seule phrase dans tout ce qu'elle a dit là, qui reste en toi et qui va te conduire à quelque part pour atteindre ce que Dieu a prévu pour toi. Et je suis contente, nous sommes à la fin de notre temps. Et je crois que je vois Maman Marie-Paul. Je ne sais pas si elle peut nous conduire dans la prière pour clôturer ces moments. Maman Marie-Paul Koussonika, si vous pouvez nous conduire dans la prière pour terminer ces temps et bénir tous ceux qui sont venus à cette réunion. S'il vous plaît, invitez les amis demain. Venons écouter ces jeunes gens qui ont commencé une entreprise, mais une entreprise qui a reçu de grands soutiens même du gouvernement, de grands montants d'argent, de grands soutiens même de banques. Et pourtant, ça a commencé juste comme une petite chose ordinaire qui n'avait même pas besoin d'un diplôme pour commencer. Venez écouter demain. C'est des jeunes, mais qui nous défient et nous serons contents de les écouter. Maman Marie-Paul. Ok, maman, je suis là. Oui. Nous allons prier. Oui. Seigneur, nous te disons merci parce que ces moments sont capitaux. La Bible dit les fers aiguisent les fers. Quand nous écoutons des choses comme celle-ci, ça nous défie pour le futur. Merci pour Maman Golda. Comment tu as traversé avec elle? Combien elle est utile aujourd'hui pour ton Église? Ce qu'elle a appris, ces moments difficiles a été bénéfique aujourd'hui pour l'Église. Merci Seigneur pour toutes les femmes, les hommes qui sont présents ici. Ce n'est pas un moment de raconter. Nous écoutons ces choses parce que c'est important pour notre futur. Seigneur, que tu puisses agir dans le cœur au travers de ce que nous écoutons, que des vies changent, que des destinées changent, que des gens soient défiés pour faire mieux. Merci pour ce soir, que ce soit une soirée de repos, une nuit de repos, une nuit de réparation, où tu nous visites, où tu nous fais grâce. Seigneur, tu sais des gens qui veulent relever les défis, mais qui sont devant des problèmes. Que Seigneur, tu donnes la solution, que tu ouvres des portes pour que nous puissions aller très loin avec toi. Tu as écouté beaucoup de choses. Les gens qui sont dans la masturbation, que tu les délivres. Les parents qui sont incapables d'avoir des dialogues avec les enfants. Oh Dieu, manifeste-toi dans les familles. Seigneur, nous avons besoin de toi. Que ta grâce nous accompagne. Merci pour tout ce que tu vas faire. Nous savons que tout ce qui se passe maintenant laisse des impacts dans la vie de tes enfants, les familles, les mamans, les papas, les enfants, pour un changement, pour un futur meilleur. Sois béni pour toutes choses. Merci Seigneur. Bénis Maman Golda, bénis toute personne qui a été présente et même les familles qui ont été absentes, qu'ils soient bénis. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous bénissons Maman Astrid. Nous disons Amen. Amen.
Amen. Vraiment, nous sommes à la fin, que le Seigneur soit loué. Oh, gloire au Seigneur. Salutations au pasteur Mapi. Merci. Et en tout cas, bienvenue. Pardon. Au revoir à tout le monde. Au revoir. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. On se voit demain à la même heure. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye. Le lien est le même. Il n'y aura pas un nouveau lien. Le lien que vous avez utilisé pour entrer aujourd'hui, c'est le même lien que vous allez utiliser jusqu'à la fin de nos réunions le 26. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce lien-là dans vos groupes WhatsApp avec des amis qui viennent aussi suivre ces choses. Nous devons sortir de ce mois de la femme avec de nouvelles choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci. Amen.